Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous portez bien. Donc nous sommes toujours au mois de janvier. Aujourd'hui la luminosité est un peu meilleure, il y a du soleil. Donc j'espère que ça va aller parce que j'avais fini la dernière vidéo, il commençait à faire de plus en plus sombre et je n'avais pas pensé à ouvrir la lumière. Donc là voilà, je compte sur mon ami le soleil. Il nous avait annoncé du temps très froid dans le nord de la France et c'est vrai qu'il fait froid, mais ouais, on en a un peu fini avec la pluie parce que bon, je suis allée une semaine en Bretagne pendant les vacances et c'est vrai que bon, ça a été pareil dans le nord, hein, je crois que ça, puisqu'il y a eu des inondations, tout ça. Donc voilà, ça a été une semaine pourrie, complètement sous la pluie quasiment tout le temps. Voilà, et dans le nord, il y a eu pas mal de. Alors moi, j'habite du côté d'Arras, on n'est pas embêté par les inondations, on a cette chance-là. Pour mes parents qui sont plus près de la côte, c'est un petit peu plus. Alors, eux n'ont pas été trop embêtés. Parce que la maison est sur une montée et elle est un peu surélevée. Donc voilà, à part un petit peu dans le sous-sol, mais rien de méchant. Par contre, il y a eu des dégâts dans la ville et tout, notamment dans des classes qui venaient d'être refaites. C'est super quoi. Une nouvelle classe toute propre, toute bien pour les enfants et il y a l'eau qui est rentrée dedans. Donc voilà. Sinon, je sais qu'il y a par contre, il y a voilà, du côté de Saint-Omer, tout ça, il y a eu pas mal. Moi j'habitais par là avant. Je suis née à Saint-Omer d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a un petit village pas loin qui a pris pas mal d'eau. Donc bon, et deux fois en plus, ils sont tapés à chaque fois les inondations. Donc j'espère que, voilà, que ça va à peu près quand même pour les gens qui sont. Parce que le problème de l'eau, c'est qu'après, quand c'est bien infiltré dans les murs, pour récupérer la maison, c'est pas évident. Mais on va parler de choses plus gaies. Je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour un update lecture. J'essaie de me remettre à jour dans mes updates. Et là, je me dis, il faut vraiment que je m'y tienne à me mettre à jour parce que là, j'ai remarqué, j'avais des livres. En fait, je les avais descendus pour les ranger. Et ce coup, je me suis dit, mais en fait, tu n'as pas fait point lecture sur ces livres-là. Donc, je les ai remontés. Donc là, il va falloir que je me mette un petit peu quand même à jour, que j'essaie vraiment les lectures que j'ai eues dans le mois précédent, de les faire le mois d'après. Après, j'aime bien laisser un peu décanter, de ne pas en parler tout de suite, mais ce serait pas plus mal. Je vais essayer d'en faire que 5, je vais essayer de pas trop déborder pour pas que ce soit trop long, mais bon, avec ma grande langue, je vous dis pas, c'est pas gagné. Ce livre-là, c'est rien à faire dans la pile, c'est pas grave. Je vais vous faire un peu plus par genre. Donc, je vais commencer avec un documentaire, ensuite par un roman noir, et après, je vais partir plus vers mettre la fantaisie avant. Et puis, je vais rajouter celui-ci. Oh, oups, c'est dur. Et je vais rajouter celui-ci, et puis finir avec un SF. Donc, le tout premier, donc je vais vous parler, je l'ai reçu en service presse. Alors j'avoue que j'ai hésité avant de dire oui parce que c'est un documentaire, j'en lis très peu, et c'est un documentaire, un témoignage sur la Shoah. Donc voilà, j'ai hésité, mais je me dis en même temps, voilà, il faut en lire de temps en temps, il faut se souvenir, c'est important de se souvenir et de savoir ce qui s'est passé exactement. Donc c'est grâce à ma mère de Shoshana Rabinovitchi. Alors c'est du ghetto de Wilno aux marches de la mort 1941-45. C'est aux éditions du Félin. Donc là on va suivre bon, voilà, on sait comment ça va se terminer, c'est-à-dire qu'elle va s'en sortir puisque elle a écrit le livre après avoir connu les camps de la mort, après avoir connu les marches de la mort. Et tout ça grâce à sa mère qui est effectivement une femme admirable. Et là ce qui m'intéressait c'est que ça se passe d'abord à Vilnius qui est la capitale de la Lituanie. Et je me dis je ne connais pas du tout l'histoire de ce pays, déjà tout court, et pas du tout son histoire en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Alors à savoir que Vilnius était nommée la Jérusalem du Nord à cette époque, donc il y avait une communauté juive quand même très importante. Voilà, donc ça a été catastrophique pour eux, évidemment. Il y a eu des razzias terribles. En plus, les Lituaniens, beaucoup de Lituaniens, quand les soldats allemands sont arrivés, ont tenu avec les Allemands. Donc, ils se sont fait un plaisir de rafler les Juifs. Et donc, au début, voilà, elle s'appelle Suzy, l'héroïne. Elle a changé de nom par la suite. En fait, je ne vais peut-être pas vous dire la fin du roman. Enfin bon, on sait qu'elle s'en sort, voilà, elle a changé de prénom par la suite. Mais sinon, son prénom de naissance, c'est Suzy. Elle a que 9 ans quand les nazis envahissent Vilnius. Et on va suivre d'abord son parcours dans Vilnius, c'est-à-dire qu'on va voir les juifs perdre peu à peu leurs droits, être obligés de porter l'étoile jaune, ne plus avoir le droit de sortir de telle heure à telle heure, ne plus avoir le droit de travailler.
Toute sa famille, elle avait quand même une famille assez nombreuse. Quand on voit le nombre de survivants de sa famille à la fin du livre, c'est très dur. Si vous n'aimez pas ce genre de livre, n'y allez pas. Hein. Ça reste, voilà, ça reste un témoignage, même si ça se termine bien pour elle. Elle est quand même passée par des épreuves terribles. Et sa famille aussi. Et voilà, il lui est resté très peu de famille par la suite. Donc voilà, je préfère vous avertir, ça reste un documentaire, ça reste une période, voilà, je crois qu'une période une des périodes les plus sombres de notre histoire. Peut-être la plus sombre. Donc voilà, c'est bien. Alors il y a la préface qui est un petit peu, j'avoue, un peu casse-pied à lire. Par contre, elle, Shoshana, écrit de façon très simple. Donc c'est tout à fait abordable et ça c'est super parce que moi j'ai pas envie voilà, qu'on me noie sous des dates, sur que du factuel, voilà, sur des faits, sur du froid et du... Là non, ça vient du cœur. Donc il y a un moment, toute sa famille se réunissent dans le même appartement et ils craignent les razzias, ils craignent les descentes aussi, que ce soit des Lituaniens ou des nazis voilà, dans les appartements pour faire des rafles de juifs. Et à un moment, elle a cette phrase qui est terrible. Ils sont quand même plusieurs enfants et en fait, ils ne rient plus. C'est quand même terrible, des enfants qui ne rient plus, ils ne jouaient plus, enfin ils étaient toujours voilà, sur la corde raide à se demander si quelqu'un n'avait pas débarqué. Parfois, voilà, il y avait même certains membres de leur famille, notamment les hommes, qui se cachaient. Voilà, ils avaient des sortes de portes arrière où ils se barraient par la sortie de secours pour pas être radiés voilà, par les nazis. Enfin, c'est terrible. Et ensuite, elle va bien sûr connaître les camps d'extermination. Bon, le ghetto aussi, ils vont se retrouver dans un ghetto voilà, où on va mettre tous les juifs. Et après, je ne sais plus... je ne sais plus dans quel camp elle se retrouve. Je ne sais plus. En plus, c'est un camp d'extermination. Enfin, donc voilà, c'était vraiment le but, c'était d'exterminer le maximum de juifs. Et elle, n'ayant que... Entre le début du livre et la fin du livre, elle a 11 ans. Mais elle est considérée comme trop jeune. Et les enfants, bah, ils allaient directement, malheureusement, en chambre à gaz. Parce qu'on considérait comme trop faible. Donc sa mère fait tout ce qu'elle peut pour la cacher, pour la vieillir, pour essayer de trouver des postes. Apparemment, par exemple, elle se retrouve à un moment à un poste de tri de vêtements, voilà, des vêtements que voilà, les juifs ont laissés derrière eux en arrivant dans ce camp de la mort. Et voilà, elle fait tout ce qu'elle peut vraiment pour cacher sa fille. C'est incroyable tout ce que fait cette mère. C'est incroyable aussi, ça m'avait beaucoup aussi marqué en lisant Le nageur d'Auschwitz qui raconte l'histoire vraie. Alors, je n'ai pas retrouvé le nom de cet homme qui a été un champion de natation français, qui était juif, qui s'est aussi retrouvé dans un camp d'extermination. Et cette solidarité qui existe entre les gens qui sont enfermés, avec toutes les horreurs qu'ils vivent, avec la faim, la saleté, la maladie, la peur d'être envoyés dans les chambres à gaz. Et malgré tout, il reste un soupçon de solidarité. Je me dis, c'est la seule trace d'humanité, en fait, qu'ils peuvent garder. Et c'est juste incroyable. Et ensuite, elle connaîtra ce qu'on appelle les marches de la mort. Ça, c'était quand les nazis se sont rendus compte qu'ils allaient perdre la guerre. Ils ont essayé d'évacuer le maximum de juifs des camps de travail et d'extermination pour les emmener ailleurs. Donc ça a été des marches forcées, parfois dans un froid glacial, avec quasiment rien à boire, rien à manger. Et sur des kilomètres, avec pas de vêtements adaptés, pas de chaussures adaptées. Voilà. Et il y en a encore beaucoup qui sont morts pendant ces marches, alors que les Alliés étaient si près étaient aux portes de tous ces camps. Et voilà, c'est terrible. Mais voilà, c'est incroyable, on se dit, parce que d'avoir survécu à tout ça, de voir cette femme qui réussit à sauver son enfant, voilà, ça redonne de l'espoir quelque part. Et cette solidarité qui existe entre les gens, voilà, je pense que c'est la seule part d'humanité qui reste en fait quand l'indicible arrive, quoi, quand le pire du pire arrive. Donc c'est vraiment un très beau témoignage. Bon, je vous dis, c'est pas facile parce que voilà, c'est du vrai, et là voilà, elle parle avec son cœur, Shoshana, donc c'est vrai que c'est assez marquant. Et à la fin, en fait, on a des extraits d'interviews donc de l'autrice, mais aussi de son fils. Enfin, c'était sympa aussi d'avoir ça à la fin, de voir ce qui leur est arrivé après, voir comment un peu ils revivent ça.
Et son fils, à la fin, dit que c'est très important que ça se reproduise plus, ce genre de choses, en fait, que plus jamais ça n'arrive. Voilà, et ça, c'est vrai que je trouve que c'était important de le dire aussi. Et vraiment, pour ça, c'est un très beau livre. Mais bon, voilà, ça reste un témoignage, ça reste la Shoah, mais je pense nécessaire pour ne pas oublier. Après, j'ai passé à de la fiction, à des choses un petit peu plus cool. Ah oui, j'avais un policier. Alors, je vais peut-être vous montrer le policier que j'ai. Alors là, je l'ai eu par contre en service presse numérique. Alors, j'avoue que pour moi, ça a été une déception. Je m'attendais à autre chose. Et si j'arrive à vous remettre la couverture sur la tablette. Voilà, on va y arriver. Ce sont Les Enfants du Lac. Alors, c'est de Ivar Léon Menger aux éditions Belfond. Il est allemand, je crois, l'auteur. Donc on va suivre, alors j'ai oublié les prénoms encore une fois, on va suivre une jeune fille et son frère qui vivent sur une île où il n'y a que avec son père et sa mère. On se doute qu'il y a quelque chose d'étrange. Le seul contact qu'ils ont, c'est un homme qui de temps en temps vient leur apporter les denrées dont ils ont besoin. Et ouais, il y a des choses étranges, mais le problème c'est que, alors ça promet une ambiance gothique. Moi j'ai pas retrouvé du tout une ambiance gothique là-dedans. L'héroïne est un peu jeune, je trouve, pour quel âge elle a, 12, 14, ouais, 14 ans peut-être, je sais plus. Bon, j'ai pas trouvé vraiment une ambiance gothique, ça se passe à peu près à notre époque. Bon, après, si, il y a des romans qui ont un style gothique qui se passent à notre époque, mais là, vraiment, j'ai pas retrouvé ce style gothique. J'ai pas. Disons que j'ai un peu deviné ce qui allait se passer, ou. Ouais, on voit, j'ai vu le truc arriver à chaque fois, quoi. Alors, vous doutez bien qu'il voilà, il y a des secrets s'ils sont comme ça sur cette île. Et l'héroïne, oui, c'est ça, elle rentre dans l'adolescence, donc elle commence à se poser de plus en plus de questions, à remarquer qu'il y a des choses étranges. Donc on pense à une première chose. Je pense qu'on pense à plusieurs choses, mais voilà, et les parents expliquent pourquoi ils sont là. Et on se dit, non, c'est trop simple, il va y avoir autre chose. Et du coup, je sais pas, ça m'a pas créé de surprise. Ouais, il y a un personnage, à un moment, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il est vraiment si bien qu'il le dit, ce personnage? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de bien? Puis non, j'ai été, voilà, j'ai pas accroché, j'ai pas accroché, j'ai pas ressenti d'ambiance ou d'atmosphère écrasante, parce que j'aime bien les huis clos, donc là, on est quand même sur une île où il y a que 4 personnes, avec, voilà, un seul personnage qui vient de l'extérieur au départ, mais j'ai pas accroché du tout. Alors, ça peut plaire, hein, je pense. Je sais que je suis la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, je sais qu'elle a aimé, par exemple. Donc voilà, ça c'est mon avis à moi. Moi, j'avoue que j'ai pas retrouvé d'ambiance huis clos, stressante, angoissante, comme j'aime bien, ou d'ambiance de gothique, alors pas du tout. Voilà, il faut peut-être le lire plus comme un roman à suspense, je pense. Voilà, où on va apprendre des choses sur cette famille qui se cache sur cette île. Mais voilà, donc pour moi, ça ne l'a pas trop fait. Pour rester dans le milieu du polar, j'ai lu Mélodie amère de Marc Teuris aux éditions Elephant, c'est ça? C'est la collection Black, mais c'est édition Black Elephant. Voilà, donc c'est l'auteur qui m'avait envoyé son roman en service presse. Là, on est dans du roman noir, comme vous voyez. Vous avez le Jésus, dont je ne retiens jamais le nom, qui se trouve tout en haut d'une colline à Rio. Donc là, c'est vraiment du roman noir, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspense, parce qu'en fait, le début du livre commence par... C'est la fin du livre, en fait. Donc on sait ce qui va arriver au héros, et c'est un destin tragique. Voilà, on est vraiment dans du roman noir. On est dans les favelas. Alors les favelas, au départ... de Fortaleza au Brésil, je ne connais pas cette ville, et ensuite on ira à Rio et on va suivre Daniel qui est un jeune adolescent. Alors la vie est très dure, évidemment, les favelas, vous vous doutez bien que c'est la pauvreté, c'est les cartels de la drogue qui ont une mainmise sur tout, sur toutes les personnes, il est difficile d'en sortir. Et voilà, il est seul avec sa mère, son père les a abandonnés, donc elle a laissé tant bien que mal de joindre les deux bouts. Et son père revient, et ça commence à aller mieux pour eux. Mais je vous ai dit, c'est un destin tragique, donc évidemment, c'est pas une histoire qui se finit super bien. On est vraiment dans du roman noir pour le coup. On est vraiment plongé au cœur des favelas, on est plongé au cœur des cartels. Il est assez court en même temps comme roman. Mais voilà, on est plongé au cœur des cartels. En même temps, Daniel, oui, alors en plus, pour sa malchance, il naît albinos. Donc voilà, dans un quartier où vous avez surtout des gens métissés ou à la peau noire, évidemment, il est vu comme le vilain petit canard, voire comme quelqu'un de maudit ou qui pourrait apporter le malheur.
Mais il a un don incroyable avec la musique, avec les instruments de musique. Et il va finir par être repéré par quelqu'un voilà, qui adore la musique, qui demande le but est d'ouvrir une école pour les enfants des quartiers pauvres. Et il va trouver en Daniel sa raison de vivre, parce qu'il a ouvert, une de ses raisons de vivre du moins, puisqu'il a ouvert cette école justement pour les enfants défavorisés. Et Daniel a un talent fou, incroyable, c'est un véritable virtuose. Donc voilà, promis, les choses pourraient aller mieux. Bon, vous vous doutez bien que la façon dont je vous en parle, ça finit pas super bien, mais vous le savez dès les premières pages, donc voilà, vous savez où vous allez, mais ça n'enlève rien au récit, à la force du récit voilà, qui nous emmène dans un monde très dur, très violent, voilà, où juste voilà, les barons de la drogue règnent et c'est eux qui décident de tout. C'est à un point, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Et vraiment, pour ça, c'était vraiment un récit très fort que j'ai beaucoup aimé, mais vraiment du roman très noir. Pour rester pas dans le policier, on va passer un petit peu. Alors là, c'est un peu entre le young adulte, un roman contemporain et de fantasy. C'est La Cour de l'hiver avec cette superbe couverture, j'adore. C'est magnifique. De Morgan Stankiewicz. Je suis désolée si j'écorche le nom, à chaque fois j'ai du mal. C'est aux éditions Noires d'Absinthe. Alors je l'ai reçu aussi en service presse, ce livre. J'avais déjà lu Morgan Stankiewicz en, euh, en lisant Zaoudi, où là c'était un 4 mains. Alors on était dans quelque chose de complètement différent, puisqu'on était en 2015 en Chine, et on suivait le parcours d'une jeune fille, enfin de son enfance à l'âge adulte, et c'était pour le coup aussi un roman très noir, et que j'avais adoré la plume, enfin les plumes des deux auteurs, donc c'était vraiment des deux autrices, c'était vraiment magnifique. Là on va plus être dans de la fantaisie, on va suivre un jeune homme, donc voilà, il est au lycée, et ils viennent d'étudier les liaisons dangereuses. Leur prof leur propose alors d'écrire, voilà, de mettre en place une correspondance épistolaire avec d'autres élèves d'un autre lycée. Et il va faire la connaissance de Xyla, je crois, si je dis pas de bêtises. Elle a un prénom assez particulier. Ouais, c'est ça, Xyla. Lui, c'est Michael, son prénom. Et alors j'aime beaucoup parce qu'il y a énormément de poésie dans ce roman. Et la façon dont ils s'écrivent, alors je vais pas dire qu'ils copient les Liaisons dangereuses, parce que perso, autant j'ai adoré le film, autant j'ai pas aimé le roman. Enfin, le style épistolaire, j'avoue, c'est pas trop, c'est pas trop mon style, et je me suis ennuyée à lire les Liaisons dangereuses. Après, on me l'a fait lire au lycée aussi, c'était peut-être pas... C'est des fois des romans que vous relisez plus vieux et qui vous plaisent davantage, mais voilà. J'ai tellement aimé le film, je l'ai trouvé tellement génial que ça m'a paru lent, enfin le roman m'est paru lent, voilà, c'est casse-pied, voilà, me suis ennuyée. Mais j'étais obligée de le lire pour l'école, donc je n'ai pas pu l'abandonner, mais je crois que j'ai dû le lire un peu comme je faisais beaucoup avec des livres imposés comme ça, en diagonale, c'était super. Donc voilà, pour en revenir à ça, par contre, ça a été une très bonne source d'inspiration, je trouve, pour le livre, parce qu'ils ont une façon de s'écrire les lettres un peu dans un style pas ancien, mais très poétique. C'est-à-dire qu'ils font de la prose presque, de la poésie, et j'ai vraiment adoré ces échanges épistolaires, moi qui ne suis pas du tout roman épistolaire. Bon, c'est que sur les premiers chapitres, hein. Après on passe à autre chose. Et Michael va, au fil de sa correspondance avec Scylla, avec la rencontre avec une autre jeune fille, il va se rendre compte que, en fait, il ne sait pas s'il préfère déjà les filles ou les garçons. On va parler de genre, hein, je vous le dis. Et du coup, se pose aussi la question, est-ce que je suis un garçon ou plutôt une fille? Est-ce que je préfère, voilà. Et il va se rendre compte qu'ils se sont peut-être plus à l'aise dans la peau d'une femme. Et de là va commencer une quête, alors de lui-même, mais aussi à la rencontre des autres. Il va décider d'aller rencontrer Xyla. Donc il part en voyage et voilà, quand ils vont se rencontrer, il va leur arriver des choses. On va plonger dans du fantastique. Voilà, on va se retrouver dans cette fameuse cour de l'hiver. Il y a même à un moment une coupure dans le temps, un flash, pas un flashback, mais un flash forward, c'est-à-dire on se retrouve des années plus tard et on revient. Voilà, il y a plusieurs. Ça commence comme un roman contemporain. Il y a un moment où on avance dans le temps et après on se retrouve dans cette cour. C'est le passage que j'ai préféré là. Enfin, non, j'ai beaucoup aimé aussi les premiers chapitres avec les échanges épistolaires qui sont vraiment très beaux. Et j'ai beaucoup aimé ce passage dans la cour de l'hiver,
où Michael et Xyla vont se retrouver confrontés à eux-mêmes, et surtout Michael devoir se confronter à lui-même, à ce qu'il est, à ce qu'il veut être, à ses choix, est-ce qu'il va oser affirmer ce qu'il est vraiment au fond de lui. C'est un peu toutes les questions qui se posent, et vraiment la plume de Morgane Stankiewicz, elle est très belle, quoi. Voilà, j'aime beaucoup cette plume, et j'en lirai d'autres de cette autrice, parce que franchement, j'adore. J'aime beaucoup les éditions Noires d'Absinthe. Voilà, c'est le genre, c'est ce que je vous disais, c'est des services presse ponctuels. Et voilà, ils proposent, et c'est pour ça que je veux me garder du temps pour pouvoir avoir l'occasion de lire ces petites pépites là, parce que si j'ai trop de SP, si je me laisse trop envahir, je peux pas, je suis obligée de dire non, je peux pas prendre, alors que ça me tente énormément. Et franchement, j'ai eu aucun regret de plonger dans ce roman. C'est vraiment très beau. En plus, vous avez, voilà, c'est toujours travaillé de plus en plus les livres. Vous avez des dessins, voilà, à chaque chapitre, vous avez des dessins comme ça. Donc ça apporte une petite touche en plus. C'est vrai que ça paraît peut-être pas grand-chose, mais sur la tranche, on voit que c'est un petit peu, je sais pas si vous allez voir grand-chose, mais un petit peu noir aussi. Et ça a vraiment été une très belle lecture, une lecture très poétique. Et vraiment, j'aime beaucoup la plume de l'auteur, de toute façon, de l'autrice, et j'en lirai d'autres, sans problème. Et je vous invite aussi à découvrir les éditions Noires d'Absinthe, qui proposent des choses assez différentes. J'ai lu, c'est le 3e ou 4e roman que je lis de chez eux. Et franchement, j'ai lu des genres très différents. J'en ai lu un, c'était un peu de l'urban fantasy, mais au 19e siècle, avec une héroïne qui est issue de la noblesse, c'est Lady Falkena, et qui voilà, mais qui est chasseuse de démons, enfin en fait la nuit. J'ai lu Zaoudi, qui vous dit passer dans la Chine, de 2015, donc plutôt un roman noir contemporain. Et puis celui-ci, et il ne faut pas que je confonde avec une autre maison d'édition, je pense que j'ai lu ces trois-là. Donc j'en avais acheté aussi lors du festival Atrebasia à Arras. Donc voilà, dans la série des maisons d'édition, je dois me mettre en avant. Je trouve que Noir d'Absinthe, voilà, c'est une maison d'édition indépendante. C'est Morgane Stankiewicz d'ailleurs qui en est l'éditrice. Et voilà, c'est des petites pépites comme ça, des petites maisons d'édition, mais qui proposent des choses qu'on ne va pas retrouver partout. C'est ça qui est bien. Ils ont une certaine liberté d'expression, et c'est super. Et du coup, vous avez des petites pépites comme ça que vous trouvez, et j'adore. Voilà. Sinon, toujours pour rester un peu là, on part carrément dans la fantaisie. J'ai continué mes lectures communes de Akotar. Donc ça, c'est le tome 3-5, Un palais de glace et de lumière. Donc c'est de Sarah Gimas, c'est toujours aux éditions de la Martinière. Donc ça, c'est un tome charnière entre le tome 3 et le tome 4. Pour l'instant, il n'y a que 4 tomes qui sont sortis. La série n'est pas finie. Les 3 premiers tomes, en fait, le tome 3 voit la fin d'un arc narratif. On va passer à autre chose dans le tome 4. Et ce tome, c'est un peu le tome du repos, c'est le repos du guerrier. Voilà, on va poser les choses. Ça permet de refaire le point un peu sur tout ce qui s'est passé avant, surtout les conflits, les batailles qu'il y a eu, sur comment on va reconstruire le monde de maintenant, et les relations entre les personnages. Et voilà. C'est pas le meilleur tome évidemment, puisque c'est un tome de transition, donc c'est sûr que par rapport aux autres, c'est pas le plus prenant. Il est d'ailleurs beaucoup plus court, parce que les autres, je crois que le dernier, je sais même plus combien il fait le dernier, je l'ai là, mais hop. Le tome 4, il doit faire 812 pages. Quand je vous dis que j'ai terminé avec des pavasses mon année, ils font tous à peu près le même nombre de pages, hein, à part celui-ci qui est beaucoup plus court, qui fait 333 pages. Et c'est bien, c'est suffisant. Alors c'est vrai que certaines personnes vont dire, bon, c'était peut-être pas nécessaire, mais bon, ça permet de poser les choses, ça permet de retrouver les personnages, et ça permet de lancer aussi des petites choses pour le prochain tome. Bon, on se doute de ce qui va arriver dans le tome 4, hein, on se doute un petit peu. On se doute quelles relations vont développer certains personnages, mais il y a encore des choses qui restent mystérieuses. On était beaucoup à se poser la question sur ce qui allait se passer dans le tome 5, parce que Fer, l'héroïne, a 2 sœurs. Donc on va se concentrer dans le tome 4 sur la sœur aînée. Et puis je pense que le tome suivant le 5 sera sur la Benjamine, je pense. Je ne sais pas. Après, il y a plein de personnages secondaires qui sont super attachants. Voilà, ce que je dis, je trouve que Sarah Gimas, elle a aussi un sens du récit très développé, qui fait qu'on est emporté dans l'histoire, qu'on a envie d'en savoir plus, qu'on
qu'on s'attache, voilà, il y a des rebondissements, des plot twists, et en même temps on s'attache aux personnages, et même aux personnages secondaires, je les trouve bien construits, on a envie d'en savoir plus sur eux. On a presque envie que chacun ait un tome dédié à son histoire, en fait, c'est ça qui est fou. Tellement ces personnages sont bien faits, sont complexes, et il y a plein, ils ont tous chacun des secrets, on sait qu'ils ont des passés pas faciles, qu'ils ont tous souffert, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment ils le vivent maintenant, et on a envie d'en savoir plus. Et franchement, à ce niveau-là, ouais, ils ont des talents de conteur, quoi. C'est clair, c'est des récits prenants. Alors, je vais terminer, je ne sais pas, bah, je vais peut-être vous faire dans la foulée, vous faire le dernier tome d'Akotar que j'ai lu. Alors, je crois que je vais finir par enlever cette étiquette. Donc ça, c'est le dernier, c'est le tome 4, c'est un palais de flammes et d'argent. Donc c'est le dernier, la dernière pavasse. Bon, entre deux, Sarah Gimas, elle a aussi écrit Keleana. Il y a un préquel qui est sorti, je crois. J'ai pas encore commencé Keleana. J'ai commencé Crescent City. Le tome 3 va sortir bientôt. Le tome 2 est sorti en poche en fin d'année. J'avais adoré le tome 1, mais alors c'est pareil, c'est une pavasse. Puis moi, je l'avais acheté chez J'ai lu. Donc je vous dis pas la taille du... taille du poche. Mais en fait, c'est des livres que j'ai lus en lecture commune. Je pense que sinon, je les aurais jamais sortis de ma palle parce que je les achète. Et quand on voit les pavés, on se dit, mais j'aurais jamais le temps de lire ça. J'ai trop de services presse, j'ai trop d'envie. Pas... Et le fait de le lire en lecture commune, ça vous pousse un petit peu, ça vous booste. Et du coup, ça vous donne envie de continuer. C'est pour ça que cette année, j'aimerais bien continuer les lectures communes et même en organiser. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par des lectures communes. Voilà, moi, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis, s'il y a des choses qui vous intéressent, si vous avez vu des livres dans ma palle que vous avez aussi, voilà, on peut regarder tout ça ensemble, ça m'intéresserait vraiment d'organiser, on va faire un mini club de lecture, mais ce serait vraiment sympa de pouvoir se retrouver autour de lecture. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas obligé d'aimer la lecture commune, je sais qu'on a eu des avis très divergents pour ce tome 4, par exemple. Mais voilà, ce serait vraiment sympa, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par une lecture commune. Si vous avez un compte Instagram ou Facebook pour voir comment on peut organiser ça au mieux. Voilà, ce serait vraiment super. Donc pour en revenir à un panier de flammes et d'argent, donc ça m'avait fait rire parce que j'avais bien vu le macaron de moins de 18 ans. Alors je savais que c'était dans les livres qui avaient posé problème parce que c'est le genre de livre qui a été classé au départ en young adulte. Sauf que c'est absolument pas du young adulte. C'est violent, il y a des scènes assez spicy dans les 3 premiers tomes. Donc c'est vrai, je me dis c'est pas top. Et je me dis tiens quand même au 4e ils se sont décidés à noter moins de 18 ans. Ceci dit dans les premiers c'est marqué aussi trigger warning. Sauf que je n'avais pas lu, c'était noté en tout petit mot. En fait je m'en suis rendu très vite compte en lisant le livre. C'est marqué ce roman comporte des scènes de sexe explicites. Effectivement il comporte des scènes de sexe très explicites par rapport aux 3 premiers tomes. À côté c'est super soft. Hein. Là, c'est beaucoup plus spicy. Après, moi, ça ne m'a pas gêné dans le récit. Genre, il n'y en a pas tous les 4 pages. Ça arrive assez lentement. C'est un slow burn. Même si on se doute de la façon dont ça va finir. Et puis voilà, j'ai adoré les personnages. Donc, on suit la sœur aînée de Fer qui est Nesta. Qui est un personnage qui pourrait être détestable parce que déjà dès le premier tome c'est la sœur aînée mais elle fait rien pour aider la famille qui est dans la pauvreté, c'est Fer qui doit aller se taper la chasse pour nourrir tout le monde. Elle Nesta elle fait rien, tout ce qui l'intéresse c'est de continuer à essayer d'avoir des belles robes, bon, c'est pas possible parce qu'ils n'ont plus d'argent. Sauf que, par contre je vais peut-être pas trop vous spoiler parce que moi je sais qu'on m'a spoilé le tome 2 de Akotar et je pense que du coup ça a peut-être fait aussi que j'ai moi, eu un gros flash, pas eu de coup de cœur sur cette lecture parce que je ne m'attendais pas à ce que ça prenne cette direction-là. Donc du coup, j'évite parce que je vous avoue que c'est casse-pied quoi. Quand on vous spoil comme ça, je ne m'attendais pas à cette chose-là dans le tome 2. Et vraiment, je crois que ça m'a un peu coupé ma lecture du coup. Bon là, on se doute qu'il va y avoir, parce qu'il y a des petites touches qui sont mises dans les 3 premiers tomes, on se doute bien de ce qui va se passer. Donc ça n'a rien de spoilant quand je vous parle de Nesta ou de Cassian, voilà. Mais voir comment leur relation va évoluer, voir Nesta, pourquoi elle est aussi épouvantable, pourquoi elle a si mauvais caractère. Et c'est un personnage que j'ai adoré parce qu'en fait, elle a énormément de failles en elle. En fait, elle se déteste. Et par moments, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi elle se détestait à ce point-là. C'est vrai qu'elle a peut-être des choses à se reprocher au niveau de Fer, mais on se dit des fois, bon, c'est une ancienne riche, qu'est-ce qu'elle en a un peu affiché les sentiments des autres, mais non, c'est beaucoup plus profond que ça. Elle a énormément de culpabilité vis-à-vis de son père, vis-à-vis de ses sœurs, et surtout, c'est elle qu'elle déteste le plus, et elle fait tout pour se faire du mal. Donc, c'est-à-dire qu'elle coupe les ponts, elle est détestable avec les autres, il faut voir ce qu'elle leur balance dans la figure.
c'est horrible parce qu'elle repousse toute aide, même une simple poignée de main quoi, qui lui est tendue, elle refuse. Ça, et elle se perd dans l'ivresse, dans les lésions de passage. Enfin voilà, je me suis dit, il y a quelque chose avec ce personnage et je veux en savoir davantage. Et franchement, j'ai pas été déçue. Je trouve que c'est un voilà, personnage que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré Cassian aussi. Et il y a toujours ces personnages secondaires qui gravitent autour d'eux, dont on a envie d'en savoir davantage sur eux. Et on continue à suivre sa sœur Fer. Et voilà, il y a des choses aussi importantes qui se passent pour faire. Donc, voilà, il n'y a pas de coupure dans le récit. On continue quand même à suivre les autres personnages. Alors, c'est sûr, pour ceux qui étaient fans de Fer de la première heure, c'est sûr que c'est peut-être un peu décevant. On va vers un autre, voilà, vers un autre couple. Mais je trouve ça bien que Sarah Jima se soit tournée vers d'autres personnages parce que c'est vrai qu'elle nous fait aimer tous ces personnages. On a envie, je vous dis, d'en savoir plus. Et c'est vraiment... voilà, il faut avoir un petit don quand même pour ça, voilà, pour quand même autant les personnages secondaires qu'on ait envie. Je vous dis, j'aurais envie qu'il y ait un tome pour chaque personnage, même si certains vont se lier. Par exemple, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que le prochain tome sera certainement autour de la deux seconde sœur de Fer. Et j'avoue, je ne sais pas vers où ça va aller. Parce qu'elle pose des petits jalons comme ça, Sarah Gimas. Et on se dit, ah oui, ok, mais non, peut-être pas, peut-être que ce sera autre chose. Donc voilà, je ne sais pas du tout où elle va nous emmener. Et c'est la surprise. Et Crescent City, ça a été un peu ça aussi. Le début, je me suis dit, oh là là, je vais galérer, je vais pas aimer. Enfin, je vais pas aimer plus que ça. Puis finir, mais après, j'étais happée par le récit, c'était quelque chose de dingue. Et à la fin, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je me dis, non, 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 là, c'est pas vrai, c'est ce qui se passe là dans le livre, c'est pas vrai. Et ben si. Et elle a des retournements de situation, et voilà, et des retournements de situation qui pourraient nous rendre détestables les personnages, mais malgré tout, moi, je reste très attachée à eux à chaque fois. Je me dis, non, s'ils font ça, c'est qu'il y a une raison, et quand même, je les aime et je veux pas les détester. Et voilà, vraiment, ça a été une découverte pour moi l'année dernière, Sarah Gimas, tout comme l'a été J. Christophe à cheval sur cette année pour l'Empire du Vampire. Christelle Dabos aussi avec La Passe Miroir. Enfin là, j'ai découvert plein de choses en SFFF et je suis vraiment super contente parce que c'est vraiment voilà, des gens qui savent vous happer dans leur récit, en fait, dans leur histoire, qui savent vous faire passer par des émotions parfois très contradictoires envers les personnages et qui savent vous mettre des plot twists un petit peu partout, qui fait que voilà, ça rend le récit encore plus dynamique, encore plus prenant et c'est vraiment voilà, un sens du récit qu'on ne peut pas, voilà, après, on peut ne pas aimer, hein, je ne dis pas le contraire, mais je comprends que certaines personnes aient eu un gros coup de cœur sur Akotard. Moi, mon coup de cœur ira plus à celui-là, mais je vous dis, je pense que c'est parce que j'ai été vraiment salement spoilée pour le tome 2, mais vraiment, j'ai adoré ce tome 4. Voilà, et je vais finir avec un roman de SF qui est un tome 2. Donc c'est pareil, je n'ai pas trop allé en profondeur non plus pour pas spoiler. C'est aussi un service presse que j'ai reçu, donc je remercie les éditions aux Forges de Vulcain. Voilà, c'est le genre de maison d'édition auquel j'aimerais m'intéresser un peu plus cette année, qui font plus de l'ASF ou des romans, ce qu'on appelle de genre, enfin voilà, un petit peu différent. J'avais lu Avant la forêt aussi, qui était tout à fait différent parce que ça se passe dans un futur proche, ça a un petit côté dystopique et en même temps rapport à la nature, l'écologie, l'effondrement d'une économie. Alors, on n'assiste pas dans Avant la forêt, on n'assiste pas à un écroulement de la civilisation. On voit parce que ce serait une civilisation ne s'écroule pas, sauf catastrophe naturelle, mais ça ne s'écroule pas comme ça. C'est pernicieux, c'est petit à petit, Avant la forêt, c'est vraiment ça. On voit l'économie de la France qui s'écroule petit à petit. On voit son système du coup judiciaire, policier, de l'armée, tout commence à s'effondrer. Et ça crée évidemment de l'insécurité, ça crée des zones de non-droit, ça crée un renouveau de la criminalité. Voilà, et j'avais beaucoup aimé j'en ai lu plusieurs de cette maison d'édition d'ailleurs en 2023. Voilà. Et pour en revenir, donc c'est à la trilogie baryonique de Pierre Rofast. Donc j'avais lu le tome 1 en service presse numérique et voilà. Et je me suis un peu tapé le culot là. En fait, ils avaient fait de la publicité sur Instagram en proposant aux libraires le livre. Je me suis dit, mince, le tome 2 n'était pas en service presse numérique sur NetGalley. J'aimerais bien voir la suite et j'ai demandé
Ils ont accepté, donc je les remercie parce que vraiment j'aime beaucoup cette série de SF. Le tome 1 m'a déstabilisée au début, ça s'appelle La tragédie de l'orque. On est dans le futur, hein, de l'orque tout simplement parce que ils font des voyages spatiaux à bord de vaisseaux qui ont un peu la forme d'orques. Ils les appellent d'ailleurs des orcas, donc c'est pour ça que ça s'appelle la tragédie de l'orque. Il y a notamment un vaisseau spatial qui va se retrouver en grande difficulté. C'est un peu le pitch principal du tome 1, mais ça va aussi parler de... Alors on est dans un monde post-apocalyptique. Alors, c'est super bien fait parce que voilà, on sait qu'il y a eu une grande catastrophe, des milliards de gens sont morts, et les humains sont toujours là malgré tout. Ils ont appris du passé, donc maintenant ils font beaucoup plus attention aux ressources naturelles, ils font beaucoup plus attention à la planète. Ce qui fait que le tome 1 démarre dans une ambiance un peu cotonneuse, un peu... il se passe pas grand chose. Voilà, les humains sont toujours là. Alors on sait qu'il y a eu cette catastrophe, mais on en parle un peu. Voilà, c'est dans les livres d'histoire, mais ça remonte à longtemps et les jeunes ne sont pas plus touchés que ça par. Je disais tout à l'heure l'importance de se souvenir, mais c'est vrai qu'ils sont pas plus impactés que ça. Tu vois, il y a eu des milliards de morts, on l'apprend dans les livres d'histoire, mais comme ça les a pas impactés directement, je pense que ça les touche pas plus que ça. Les intelligences artificielles n'ont pas pris le pouvoir puisqu'elles ont toujours besoin des humains. La conquête spatiale, bah oui, mais on n'a pas trouvé trace de vie à nulle part ailleurs. Donc, on est dans un peu. Et puis, il y a surtout un théorème qui a été mis en place alors, par une scientifique qui a été inventée par l'auteur, qui dit que de toute façon, on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait au niveau des avancées techniques, technologiques, au niveau des IA, on n'ira pas plus loin. Au niveau des découvertes spatiales, on n'ira pas plus loin. Donc là, je me dis, ouais, ok. Alors, où est-ce que va aller le roman? Évidemment, vous vous doutez bien que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, que quand même voilà, ce qui s'est passé et qui a causé des milliards de morts reste bien ancré dans la tête des gens. Il y a donc cette orca qui va être bloquée dans un trou noir. Et donc sur Terre, c'est panique à bord, comment on va faire pour les en sortir? Il y a la famille d'une des... Ils sont que deux par orca. En fait, leur but, c'est de chercher, faire des recherches, et notamment des recherches sur l'antimatière. Donc ils sont deux par orca, ils trouvent que ça limite, et en cas de catastrophe, ils apprennent des leçons du passé, il y a moins de morts aussi. Donc c'est la panique sur Terre pour les gens de sa famille. Donc il y a d'ailleurs, la famille est très importante, très présente aussi dans ce second tome. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce côté esprit de famille, malgré toutes les divergences qu'on peut avoir, malgré les désaccords, malgré l'éloignement, parce que les pilotes qui partent dans l'espace partent pour plusieurs années, donc au niveau familial, c'est pas top. Euh, voilà, j'ai bien aimé ce rapprochement, d'ailleurs un rapprochement très important qui est fait dans ce tome 2. J'ai trouvé ça vraiment très 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 bien, c'est très émouvant. Voilà, on garde un côté très humain. Et donc on va continuer à suivre les aventures de cette orca qui a été et des pilotes qui sont restés bloqués dans ce trou noir, de ceux qui sont allés à leur secours. Sur Terre, il y a il y a le gouvernement, mais c'est surtout des sociétés privées qui contrôlent un peu enfin qui ont l'argent, on va dire, tout simplement pour pouvoir envoyer des pilotes dans l'espace, pour construire des orcas. Enfin, voilà. Il y a en plus cette guéguerre entre voilà, les gens du gouvernement, les gens de différentes sociétés qui veulent s'arroger le pouvoir, trouver l'antimatière en premier ou trouver d'autres choses. Et dans le tome 1, on assiste à une découverte très importante, enfin deux découvertes très importantes. Voire trois, parce que les IA ne vont pas être en reste non plus. Il y a aussi des gens qui pensent à une théorie, qui sont des complotistes acharnés, et on se rend compte qu'ils n'ont pas tort sur tout, donc c'est un petit peu inquiétant. Et voilà, ça c'est la suite directe, et une suite encore plus prenante, parce que voilà, là on est vraiment au cœur de l'action. Enfin, dans le premier aussi, mais là on plonge tout de suite dans le cœur de l'action, dans la suite directe. Voilà, et donc il y a toujours plein de mystères autour des découvertes. On se demande aussi ce qui va se passer avec les intelligences artificielles. Toutes les réponses ne sont pas apportées dans ce tome 2, malheureusement. Enfin, c'est une trilogie, donc c'est normal. Et puis voilà, il y a des relations humaines qui sont très importantes. Dans le premier tome, il y a Slow, je crois, si je ne dis pas de bêtises, une des pilotes qui a un passé un petit peu... alors c'est un génie, hein, cette fille. Elle est assez jeune, mais c'est un véritable génie. Et apparemment, elle a un passé assez compliqué, et on en apprend dans le deuxième, on découvre son passé, et on découvre
ce qui l'a amené dans cet orca, ce qui l'a amené à avoir une peur terrifiante de retourner sur Terre. Elle cache un secret qui, oui, qui pourrait bouleverser en fait tout ce que croit, tout ce en croit, ce en quoi, ah, je vais pas y arriver, tout ce en quoi croit l'humanité par rapport aux précédents scientifiques qui ont eu des prix Nobel, qui sont inventés, hein, c'est des scientifiques inventés, mais qui ont eu des prix Nobel, qui ont eu, qui voilà, ce fameux théorème de on n'ira pas plus loin. Je vous la fais courte, hein, parce que je ne suis pas une scientifique. Mais voilà, et ça remet plein de choses en question et on se dit, ah oui, effectivement, donc tout ce qu'on nous a dit dans le premier tome, en fait, non, ça va pas, c'est pas aussi simple et voilà, on n'est pas dans un monde où bah, tout va ronronner tranquillement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, c'est une belle leçon de vie parce que ça prouve qu'on peut toujours aller plus loin aussi, que la vie nous réserve toujours des surprises, voilà, même là où on ne s'y attend pas. En tout cas, les 2 premiers tomes, très prenants. Le tome 3 devrait sortir cette année aussi. Je ne sais plus quand, je l'avais vu passer, mais j'ai oublié. Donc, hâte d'avoir le tome 3. Et puis, bah, je vais m'arrêter là. Je suis en train de regarder, mais j'ai fini mon tas. Du coup, je vous en ai fait 1, 2, 3. Bah, j'en ai fait 7 quand même. Waouh, j'étais moins bavarde que d'habitude. Mais je vois quand même que la vidéo tourne. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si il y a des romans que vous avez lus dans ce que j'ai lu, ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous avez lu à Cotard. C'est vrai que c'est le plus connu dans ceux que je vous ai présentés. Si vous connaissez les émissions Noir d'Absinthe et puis Aux Forges de Vulcain, voilà, c'est des maisons d'édition vers lesquelles j'aimerais aller un peu plus. Et surtout, si vous seriez intéressé par des lectures communes, n'hésitez pas à me le dire. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en place. Voilà, je vais vous laisser ici pour... J'avais dit d'essayer de faire des vidéos plus courtes, mais bon, je suis une trop grande bavarde. Donc, je vous laisse ici. Je vous souhaite, comme d'habitude, de belles aventures livraises, surtout de prendre bien soin de vous, de faire attention à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!